Bonsoir, bienvenue à tous dans On en parle avec ce soir François Commen, le maire UMP de Sète, mais également conseiller général de Sète. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de la ville de Sète depuis 2001, réélu en 2008, conseiller général depuis 2008. Vous avez été président fondateur même de la communauté d'agglomération Thau Agglo avant de laisser ce siège-là en 2008 à votre collègue de Frontignan, Pierre Bouldoir. D'ailleurs, l'intercommunalité est dans l'actualité, on en parlera dans un instant. On va parler également des grands projets de votre ville. Vous avez appelé ça Sète 2.0, vous êtes dans la modernité. Et puis l'actualité culturelle ne s'arrête jamais à Sète. Je n'ai pas compté tous les festivals puisqu'il en surgit périodiquement tous les 15 jours ou 3 semaines. Vous êtes plus à l'aise que moi avec ça. On en parlera bien sûr. Un mot de la victoire de l'Arago hier soir. Marlène Mec disait déjà un pied en demi-finale. Il faudra quand même aller gagner à Paris et tout ça. C'est pas fait. Hein. Oui, il y a quand même le match retour à jouer, mais je crois que hier soir, ça a été une victoire qui était particulièrement encourageante pour l'ensemble de l'équipe, au moment où, en début de match, on avait observé une minute de silence à la mémoire du président de l'Arago décédé. Forcément Pierre une Dumoulin. pensée pour M. Dumoulin. Je crois que ça fait chaud oui. au cœur à tout le monde que l'Arago gagne dans le chaudron du Barreau. C'est aussi pour lui qu'ils ont remporté ce match. Voilà, j'imagine qu'il était dans les pensées, dans les cœurs de tous. Alors, on va parler de la ville de Sète, on va parler politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait les élections cantonales il y a quelques semaines. Vous faites partie des 3 rescapés. Alors, votre siège n'était pas en jeu cette fois-ci, mais vous faites partie des 3 rescapés du groupe d'opposition au Conseil général. Vous nous en direz un mot. Et puis, il y avait la semaine dernière cette réunion organisée par le préfet. C'est prévu par la loi, la nouvelle loi sur les collectivités locales, donc qui prévoyait cette réunion et cette proposition du préfet, on l'attendait beaucoup là-dessus, de finalement faire une nouvelle grande agglo avec Sète et Sète-Frontignan d'un côté, les communes autour, ce qui est Thau Agglo aujourd'hui, mais associé à Agde dans une grande intercommunalité autour de l'étang de Thau. Est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitiez, vous ? Mais d'abord, ça correspond aux grandes orientations de la loi de modification des collectivités territoriales qui a été votée par le Parlement. Et puis, sur le terrain, effectivement, ça correspond totalement à ma vision du territoire. Je suis président du syndicat mixte qui regroupe du bassin de Thau, qui regroupe déjà la communauté d'agglomération du bassin de Thau et la communauté des communes du nord du bassin de Thau, avec Metz, Bouzigues, Boussan, Loupian, ainsi de suite. Et à ce niveau-là, on s'aperçoit que l'ensemble de la problématique du bassin de Thau, que ce soit au niveau de la problématique du bassin versant, du pluvial, concernant la qualité des eaux de cette lagune, concernant le foncier pour permettre au port de Sète d'accueillir les entreprises qui veulent s'implanter. Et Dieu sait si le port est en train de décoller enfin du marasme dans lequel il était plongé depuis de nombreuses années. Je crois qu'on s'est aperçu qu'il fallait un territoire beaucoup plus vaste et qui correspondait effectivement à la réunion de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Vous, ça vous va? Parce qu'il y a quelques années, on était resté sur le rapprochement possible avec l'agglo de Montpellier, un échec qui avait presque conduit, vous connaissez mieux l'histoire que moi, à votre remplacement à la présidence de Thau Agglo. Oui, mais c'était un échec. La présidence prise par M. Bouldoir à l'époque, opposé à ce rapprochement avec Montpellier. C'était une volonté... non, Pierre Bouldoir était favorable au rapprochement avec Montpellier, bien évidemment, mais moi aussi. Mais c'était à l'époque où il y avait les communautés urbaines qui étaient particulièrement attractives dans l'intérêt fiscal, si vous voulez, et surtout dans le poids économique que cela pouvait apporter. Cet intérêt a totalement disparu grâce à l'abaissement du nombre d'habitants nécessaires à faire une communauté urbaine, à faire la possibilité de créer des pôles métropolitains. Et actuellement, il n'est plus nécessaire de fusionner avec Montpellier pour avoir un pôle métropolitain. La ville de Sète, l'autre jour, j'étais avec Hélène Mandreau, et justement, on évoquait la possibilité d'avoir des compétences communes, même si on n'est pas du tout dans la même intercommunalité, dans le domaine universitaire, dans le domaine, vous parliez de la culture tout à l'heure, dans le domaine des transports. Mais je crois que ce qui est important sur le territoire, au-delà de l'aspect géographique, il y a des compétences comme la gestion de l'eau, par
par exemple, la ville de Sète est alimentée en eau en grande partie par l'eau de Florensac et de l'Hérault, de la vallée de l'Hérault. Donc ça ne me paraît pas utopique de vouloir élargir le territoire vers Agde et Pézenas. Et les professionnels... Le fait qu'il y ait une dimension peut-être politique, en tout cas c'est la remarque de Pierre Bouldoir, le rapprochement de deux élus UMP, vous d'un côté et Gilles Détord pour Agde de l'autre. Oui, actuellement c'est l'argument que les opposants à ce projet ressortent. Mais en 2000 et en 2001, quand je suis arrivé aux affaires, justement, la charte de la Vigne des Étangs prévoyait déjà ce territoire de Pézenas incluant Agde, Sète jusqu'à Mireval. Après, naturellement, il y a eu des changements politiques. Alors, à l'époque, c'était bien quand c'était rose, maintenant c'est bleu, c'est pas bien. Je crois qu'il faut passer au-delà de ces clivages politiques et regarder quand même l'intérêt de nos populations. Sur le plan économique, je vais vous citer deux exemples. On a vu dernièrement la crise catastrophique qu'a vécue la conchyliculture. Les conchyliculteurs sont éminemment favorables à ce nouveau périmètre, parce qu'il va permettre de prendre à bras le corps l'ensemble des problématiques du bassin versant. Par exemple, la ville de Sète ou la ville de Bouzigues peut faire des efforts sur l'assainissement. Si du côté de Pomerol, de Pinet ou de Montagnac, il n'y a pas les mêmes efforts qui sont faits, mais ça annihile l'ensemble des efforts des autres collectivités. Ça, c'est un premier plan. Deuxième exemple, les caves coopératives viticoles. Vous avez des caves coopératives viticoles, par exemple de Marseillan, qui a déjà fusionné avec la cave coopérative d'Agde. La cave coopérative de Metz a déjà fusionné avec la cave coopérative de Pinet. Donc les professionnels, eux déjà, ont fait leur territoire. Ce matin, je discutais avec un responsable de l'ARS. Il me disait, au niveau de la santé, le centre hospitalier du bassin de Thau, c'est Sète, Agde, Vias, bientôt Bessan. C'est déjà fait. Donc sur le plan de la santé, sur le plan de la viticulture, sur le plan de la conchyliculture et de la pêche, et je ne parle pas du tourisme. Du tourisme, entre Sète, Marseillan et le Cap d'Agde, on a quand même... Oui, cet office de tourisme qui regrouperait tout le monde, ce serait peut-être aussi un pas en avant pour le tourisme. Bien sûr, et qui pourrait bénéficier à l'ensemble des producteurs d'huîtres ou de moules de l'étang de Thau, à l'ensemble de toute l'activité économique en rapport avec le thermalisme. On ne parle pas suffisamment du thermalisme, mais je crois qu'avec la plus grande station balnéaire d'Europe à proximité, c'est dommage que la ville de Ballaruc-les-Bains, par exemple, par son thermalisme, ne puisse pas en bénéficier. Donc vous êtes un fervent partisan de ces intercommunalités et donc ce rapprochement avec Agde, vous votez pour à 100%. On parle un peu d'économie. Justement, vous le citiez, le port de Sète, avec un nouveau portique à conteneurs aujourd'hui, une reprise de l'activité après de nouveaux marchés de longues années de nouveaux marchés. Vous êtes confiant désormais, finalement, c'était une bonne idée cette reprise par la région Languedoc-Roussillon? J'ai toujours été partisan. Là aussi, je me suis fait critiquer à une certaine époque parce que j'étais partisan que ce soit la région qui récupère le port de Sète, parce qu'il fallait une certaine capacité financière à investir pour pouvoir mettre le port de Sète à un niveau auquel les opérateurs maritimes sont en droit d'exiger le minimum d'installation. On le voit actuellement, un nouveau portique vient d'arriver, une nouvelle gare maritime va être mise en place, un nouveau quai va être construit pour accueillir les bateaux de croisière. Tout à l'heure, j'avais réunion du club de croisière avec le PR et tous nos partenaires, région, département, office du tourisme départemental et le comité régional du tourisme, avec la vice-présidente Agnès Julien. Je crois qu'on est dans une dynamique particulièrement encourageante. Et si prochainement, au mois d'octobre, il y a le congrès Medcruise, c'est le rassemblement de tous les opérateurs du monde de la croisière au monde qui se tient à Sète, c'est un signe particulièrement encourageant. Dernièrement, à Fort Lauderdale, en Floride, la ville de Sète était bien représentée. Le port de Sète était particulièrement présent et intéressait beaucoup l'ensemble des opérateurs. Je crois qu'on vient de doubler le nombre de passagers cette année. Les retards dans l'installation d'Agrexco, le fait que ce soit contesté, ce terminal fruitier? Le terminal fruitier, il a été contesté par certaines personnes, mais moi, vous savez, je suis allé sur place, je suis allé
allé voir, j'ai rencontré les Palestiniens. Ici même, j'ai rencontré à Montpellier des Palestiniens qui sont des producteurs. Mais quand je vois un producteur palestinien qui me dit, vous savez, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vendre nos fraises et nos tomates. L'année dernière, sur 5000 tonnes de fraises, on n'a pu en vendre que 500 tonnes. Vous comprenez que leur intérêt, c'est de travailler avec Agresco et pouvoir exporter leurs produits. C'est ce qu'ils m'ont dit en Israël, comme ils me l'ont dit ici à Montpellier. Alors, le terminal a pris un peu de retard peut-être, mais enfin, les importations battent leur chemin normal depuis 2 mois à peu près. L'inauguration aura lieu prochainement, je pense, et ce qui permet de diversifier et d'augmenter surtout le trafic, notamment des containers, puisqu'on est passé de 0 à plus de 200 containers par mois. Alors le port de pêche commercial qui reprend du souffle, par contre, du côté de la pêche, on souffre. Alors là, pour des raisons largement extra-sétoises, bien sûr, mais ça tombe plutôt mal. Oui, la pêche au niveau national, il faut le dire, quelle que soit la pêche, souffre énormément de la flambée du prix des carburants. Et là, il y a un réel problème. Souffre aussi de la diminution de la ressource. Et pour ça, il y a l'Europe et le ministère qui ont pris des mesures d'arrêt biologique qui permettent d'arrêter les bateaux pendant 1 mois pour la pêche au chalut, en indemnisant bien évidemment les matelots. Le gros problème reste la pêche au thon rouge, avec une période de pêche qui est de plus en plus limitée à 1 mois quasiment, avec des quotas qui sont respectés maintenant. Et c'est certain que la difficulté, c'est la reconversion de ces équipages qui sont mis à quai, soit des thoniers, soit des chalutiers. Ça semble impossible de maintenir une telle flotte si les périodes de pêche sont aussi réduites et si les capacités de prise sont aussi réduites. Bien sûr. Non, mais il y a des réductions importantes de la flotte thonière, des réductions importantes de la flotte des chaluts. Mais la difficulté, et ce que je crains, c'est qu'il y ait un report de tous ces professionnels qui sont des pêcheurs. Ce ne sont pas des journalistes ni des informaticiens. Ce sont des pêcheurs, ils veulent pêcher. Donc ils vont se transformer dans les petits métiers, faire ou du lamparo ou du petit métier. D'autres métiers de pêche. Et il va y avoir une pression peut-être sur d'autres espèces de poissons. Des difficultés qui apparaissent d'ici 5 à 10 ans dans d'autres filières de la pêche. Alors au milieu de toutes ces difficultés, vous lancez, vous, 7 2.0, 20% de logements sociaux objectifs en 2020, 20% de CO2 en moins. Alors ça, c'est le plan climat qui le prévoit également. Vous voulez vous inscrire là-dedans. La ville de Sète, vous n'augmentez pas les taux d'imposition depuis des années. Comment vous arrivez à financer tous ces développements? Mais justement, vous savez, quand je suis arrivé en 2001, la ville de Sète était la seule ville du Languedoc-Roussillon à avoir sa population qui était en diminution. Pourquoi elle était en diminution? Parce que le foncier était trop cher, les logements n'étaient pas adaptés aux attentes de nos concitoyens. Donc il fallait avoir une politique un peu offensive de remise à niveau de nos installations, de nos habitats. Et c'est ce que nous avons fait à partir de 2001. Et on commence à voir maintenant la population qui revient, les jeunes qui décohabitaient de chez leurs parents et qui allaient en périphérie parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès, commencent à revenir habiter à Sète parce qu'il y a des logements sociaux qui ont été construits. On est actuellement à 17,59%, donc vous voyez, on s'approche. Il y a l'accession à la propriété qui a été développée aussi et une offre de logement suffisamment satisfaisante, ce qui a permis aussi de contrôler l'augmentation du prix du foncier qui était, ces dernières années, particulièrement préoccupante. Et puis, parallèlement aussi, il y a la reconstruction de la ville sur la ville. Et là, je me suis battu pour être sélectionné dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés que l'État a lancé. Et il y a 20 villes en France qui ont été sélectionnées. La ville de Sète en fait partie pour son cœur ancien. Et là, on va pouvoir reconquérir plus de 750 logements qui étaient qualifiés d'indignes et qui vont être remis sur le marché en cœur de ville. Mais vous voyez que
tout se tient. À partir du moment où on fait revenir des habitants en cœur de ville, dans des quartiers qui étaient dégradés et qui se vidaient de leur population, il va y avoir moins de déplacements puisque ces personnes allaient en périphérie. Donc moins d'embouteillage, moins de consommation d'énergie, moins de production de CO2. Et ça fait partie de la mesure que vous devez faire dans le cadre de vos engagements. Un plan climat, une stratégie 2020 comme veut l'Europe, 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable et 20% de baisse de production de CO2. C'est pas en disant on va mettre des panneaux photovoltaïques ou on va mettre une éolienne. Il faut avoir une cohérence dans l'ensemble de l'urbanisation que l'on souhaite en redensifiant nos villes, en permettant aux habitants de travailler à proximité de leur logement pour éviter d'avoir à prendre la voiture en permanence. À Sète, on n'a pas de tram, mais on a des canaux. Il va y avoir peut-être les navettes fluviales. On va en reparler. On va marquer une première courte pause et on se retrouve pour parler également programme culturel, mais navettes fluviales. À tout de suite. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Choisissez la qualité allemande pour son côté fun. Nouvelle Opel Corsa, la qualité allemande à partir de 8 990 €. Opel. C'est le film événement, il sortira sur les écrans du Gard et de l'Hérault le 27 avril prochain, ça s'appelle Coup d'éclat. L'actrice est avec nous, Catherine Fro, le réalisateur montpelliérain, s'il vous plaît, José Alcala, pour ce film qui sortira dans quelques semaines. Il y aura des avant-premières un peu partout dans la région. Nos deux invités dans Sortie Plein Sud ce jeudi à 18h30 avec évidemment l'agenda, les chroniqueurs et tous les bons plans pour passer un bon week-end dans la région. À jeudi. François Commen, le maire de Sète, est avec nous pour On en parle ce mercredi soir et on a parlé de beaucoup de choses justement, notamment de votre projet d'implication dans le plan climat 2027 2.0. On a parlé d'intercommunalité. Si on revenait sur quelques-uns des grands travaux qui ont marqué cette décennie, puisque ça y est, c'en est une décennie à la tête de la ville de Sète. Ces travaux avec l'extension sur le Lido et requalification du Lido, c'est des travaux qui restent encore un peu contestés, notamment votre opposition qui vous reproche une prise de risque avec le risque tempête, le risque inondation. Vous leur avez déjà largement répondu. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Vous savez, une opposition, c'est fait pour s'opposer. Et moi, j'ai une opposition qui est particulièrement habile dans ce domaine-là et qui ne sait que s'opposer, mais jamais proposer autre chose. Alors, effectivement, ils essaient de faire sortir des fantasmes ou d'agiter des peurs sur les aménagements qui ont été réalisés, mais je leur réponds que ces aménagements sont à une hauteur NGF de 1,85 m, alors que les aménagements qui ont été faits tout à côté sont à 1,35 m. Donc vous voyez, on est quand même plus de 50 cm au-dessus, et surtout ce que nous avons fait, nous avons reconstitué le cordon dunaire, c'est-à-dire d'une plage qui n'est
qui n'existait plus. On a reconstitué une plage de plus de 60 mètres, entre 60 et 70 mètres, avec un cordon dunaire qui est en train de vivre, qui est en train de s'engraisser, puisque des ganivelles sont déjà invisibles, puisqu'elles ont été enfouies par le sable qui a été apporté par les tempêtes. L'important, c'est de pouvoir laisser les vagues venir mourir sur le cordon dunaire et repartir lentement en déposant les sédiments, plutôt que de venir buter sur la route comme le faisait avant, en entraînant le sable vers le large. Donc je crois que effectivement ces aménagements ont été une réussite incontestable, qui ont permis de retrouver la plage des années 30 que les vieux Sétois connaissaient, qui a permis de développer de l'activité économique avec les restaurants de plage qui se sont installés, qui ont permis de réaliser des logements collectifs et des villas individuelles, justement pour les fameux Sétois qui étaient partis la plupart du temps en périphérie parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer leur résidence principale sur Sète. Maintenant, ils sont revenus. Et ça a permis de faire baisser, vous pensez, la pression sur les prix, Ah ben oui, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'observatoire des offices de notaires du département ou de la région qui constate que le prix à Sète se maintient, même s'il est très élevé, c'est sûr, les prix sont élevés, mais Sète, c'est quand même autre chose, c'est une île singulière, le foncier est particulièrement limité, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Justement, maintenant que vous avez donc fait cet aménagement sur le Lido, hein, le quartier Villeroy, vous pouvez aménager quel secteur de Sète désormais? Vous avez parlé de la reconstruction de la ville sur elle-même, donc là c'est le cœur de ville, hein, le reconquérir le cœur de ville et ces logements qui étaient dégradés, mais après vous allez faire quoi? Après c'est fini? Là aussi, non, c'est pas fini, puisqu'il y a encore tout un tas de zones à reconquérir, et notamment de friches industrielles qui n'ont plus du tout leur place à proximité du centre-ville. Le long du canal, par exemple? Le long du canal, le long de l'entrée de Sète, où il y avait par le passé des activités portuaires qui étaient importantes, notamment pour le traitement des huiles qui arrivaient en vrac du Maghreb ou d'Espagne, des vins qui étaient traités et qui actuellement sont conditionnés d'une façon différente puisqu'ils ne sont plus importés par Sète, mais ils sont traités au contraire directement dans les lieux de production. Je crois qu'il y a toutes ces friches industrielles qui n'ont plus leur place là et qui ne correspondent pas aux attentes des opérateurs portuaires que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut voir un périmètre beaucoup plus élargi dans les 25 km autour du port. Et ces friches-là peuvent être justement utilisées pour reconstruire du logement, des activités économiques, permettre le logement et l'emploi. Donc il y aura encore des aménagements de logements sur Sète dans les années à venir. Les travaux Grand Rue Mario Roustan, ça marche bien, presque fini. Ça. Là aussi, c'était un chantier qui était particulièrement complexe, sur lequel tous mes prédécesseurs s'étaient résolus à surtout ne rien faire, parce que c'était un peu compliqué, parce que sous la Grande Rue, il y a les restaurants de la marine qui ont leur cuisine, donc vous imaginez la complexité du chantier. On a réussi à le lancer, on arrive au bout du tunnel, c'était pas simple, c'était compliqué, mais l'ensemble des professionnels et des commerçants ont bien joué les jeux, ils ont compris que leur intérêt c'était de requalifier cette rue qui était un lieu de passage incontournable mais un peu triste. Là maintenant il y aura des trottoirs qui seront praticables, ça sera beaucoup plus engageant d'aller faire des boutiques ou d'aller se déambuler dans la Grande Rue Mario Roustan. Fin des travaux vers le 27 mai je crois, on est même un peu en avance. Donc ce sera l'occasion de faire une fête de plus à Sète. Donc justement, on y vient, la saison culturelle. Elle va démarrer, alors je ne sais jamais, elle s'arrête jamais en fait la saison culturelle chez vous, mais là il y a un rendez-vous particulier avec le K-Live Festival. Vous avez également, dès ce mois d'avril, les hommages à Brassens qui démarrent ou qui ont démarré. Comment vous arrivez là aussi avec un potentiel économique qui n'est pas non plus extensible à l'infini, un peu plus de 40 000 habitants, à avoir autant de festivals? Alors c'est vrai qu'il y a ce théâtre de la mer là que l'on voit à l'image, donc qui est un endroit merveilleux qui attire les artistes du monde entier. Pour autant, il faut arriver à financer tous ces événements. Comment ça se passe? Donc c'est pas la ville qui finance tous les festivals, bien évidemment, mais la ville accompagne les associations qui sont souvent en charge de ce type de festival
Par contre, vous évoquez Georges Brassens. Cette année, c'est l'année Brassens, le 30e anniversaire de sa mort, le 90e anniversaire de sa naissance. Donc, au niveau national, c'est sûr, Brassens va avoir une écoute particulièrement importante. Et cette, naturellement, a lancé le mouvement. On a lancé ça à Paris il n'y a pas tellement longtemps, lors d'une conférence de presse. Et le Calive est un autre festival qui, lui aussi, apporte un mélange de street art et de jazz. Justement, je vous repose la question. On est conscient, on imagine que c'est pas la ville qui finance tous ces festivals, mais on sait que dans d'autres villes, les festivals sont souvent très aidés par la collectivité qui les accueille. Là, donc, vous pouvez pas financer tout ça. Comment ça se passe? Chacun arrive à s'en sortir avec les entrées au théâtre, avec tout ça? Comment ça marche? Justement, l'important, c'est de trouver les bons partenaires, les bonnes associations sérieuses qui puissent avoir leur propre clientèle, leur propre partenaire financier. Et il ne faut pas qu'un festival vienne sur les plates-bandes du prédécesseur ou du festival suivant au Théâtre de la Mer. Je crois que la ville joue le jeu d'une façon quand même très significative avec tous ces festivaliers, mais je crois qu'il y a aussi un intérêt de la ville d'avoir cette image de ville festive. Et d'ailleurs, le 20 mai, je vais lancer une marque. La marque Ombrelle. Alors, vous nous en dites un petit peu. L'ensemble de ces festivals. On va attendre le 20 mai, mais bon, on est impatient. Et puis voilà, on en profite. Vous êtes à la télé. Ça va être quoi, cette marque Ombrelle? C'est pour montrer que cette vit d'une façon particulièrement trépidante tout au long de l'été, avec plus de 7 festivals. On a parlé du Calive. La ville qui ne dort jamais, mais je crois que ça avait été fait il y a quelques années ailleurs, non? Ce ne sera pas ça? Non, ce ne sera pas ça, mais qui vit bien quand même. La ville qui vit bien. Vous aimez lequel de festival plus particulièrement? Chacun a son charme, si vous voulez. La chanson française, quand je pense à Fernande, bon, ça permet de voir de nouveaux talents. Cette année, par exemple, il y a Zaz qui vient. J'aime bien cette chanteuse, mais j'aime aussi le Worldwide Festival qui... l'électro, vous aimez bien l'électro? On peut vous y croiser dans ces rendez-vous-là? Oui, bien sûr. Si vous venez à cette... j'y viendrai, j'y reviendrai. Vous êtes invité d'ailleurs. Et effectivement, ça amène une clientèle totalement différente des autres festivals, parce que ce sont des festivaliers qui viennent essentiellement des pays nordiques, d'Angleterre, de Suède ou de Norvège, et qui viennent pour un pack incluant l'hôtellerie, les spectacles et tout, et qui sont d'un certain niveau social et qui apportent quand même beaucoup à la ville sur le plan économique, qui s'intéressent aussi à l'art. Vous savez, à Sète, on a beaucoup de festivals, mais on a aussi beaucoup de galéristes, beaucoup de musées qui attirent eux aussi une clientèle particulièrement intéressante. Le MIAM, cette année qui fête ses 10 ans en fanfare, Villard, avec une exposition qui... C'est 10e anniversaire. Ouais. Et il y a également les voix vives en Méditerranée. On se rappelle qu'il y avait une petite polémique avec Madame Vallès-Bled, qui est venue de l'ODEV et qui est arrivée avec le festival, qui était un petit peu le festival de l'ODEV. Vous êtes arrivé à trouver un mode opératoire là, avec vos collègues lodévois? Oui, mais disons que Maïté Vallès-Bled, c'est elle qui a créé quand même le festival de poésie à l'ODEV. C'est elle qui a ses réseaux, qui a ses poètes qui sont installés sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et même bien au-delà, puisqu'il y a du pourtour méditerranéen qui a immigré au Japon, au Canada ou même en Chine. Et cette année, effectivement, on va avoir encore un grand succès, puisqu'on a plus de 120 poètes qui sont annoncés et des poètes de renom. Et alors, au début, il y a toujours une polémique à Sète. Dès qu'on change quelque chose à Sète, il y a polémique. Hein. Terre de polémique, Sète. Hier soir, par exemple, j'arrivais à l'inauguration de la maison Relais. Et j'arrive, il y avait un grand bras sur lequel il y avait écrit certains mots. Je me suis dit, tiens, allez, encore, il va y avoir une manifestation. Pas du tout, c'était une pièce de théâtre qui était prévue dans le cadre de l'inauguration. Vous avez été déçu. Mais j'ai pas pu m'empêcher dans mon
discours de dire dès qu'on fait quelque chose, il y a des banderoles avec des graffitis. Donc, trêve de plaisanterie. Je crois qu'effectivement, il faut avoir le courage quand même d'impulser autre chose. Si on veut lui garder sa singularité, sa spécificité, son attractivité, il ne faut pas la mettre sous une cloche avec un peu de formol et l'enfermer dans une image passéiste. Il faut savoir préparer Sète au XXIe siècle et je crois que c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. La navette fluviale. Alors, la navette fluviale, par exemple, vous parliez des festivals. Je me suis dit que quand même ces festivaliers qui arrivaient souvent de l'extérieur, de Montpellier par exemple, ou même de beaucoup plus loin, de Nîmes ou d'Avignon, parfois ils ont des difficultés pour circuler dans Sète. Autant les inciter à stationner en périphérie de Sète et mettre une navette fluviale qui les prendrait gratuitement pour les amener directement à proximité du théâtre de la mer. Ça fait rajouter un peu de charme à cette soirée qui va pouvoir se passer moitié sur les gradins du théâtre de la mer et en partie aussi avec une petite navigation à travers les canaux de Sète. Et je crois que là aussi, ça participe encore à la protection du plan climat. Ça démarre en mai, ça démarre en juin. Ça démarrera, oui, pour les 18 principales soirées qu'il y aura au théâtre de la mer et notamment en mai, oui. François Comelle, vous êtes candidat à votre réélection en 2014 ? Alors d'ici là, on va voir, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, quand on est passionné par quelque chose, vous savez, si on aime, il faut aller jusqu'au bout de comme on dit, et quand on aime, on a toujours 20 ans. Voilà, exactement, en plus ça maintient jeune. Et ça maintient jeune, effectivement. Merci beaucoup François Comène d'être venu sur notre plateau, le plateau de TV Sud. Et puis le plateau de TV Sud se déplacera, peut-être pas dans son intégralité, mais en tout cas on viendra bien sûr suivre tout au long du printemps et de l'été vos manifestations. On parlera demain d'ailleurs du K-Live dans Sortie Plein Sud avec Julien Lamoussière. Merci Monsieur Comène, merci à tous d'avoir suivi. On en parle dans un instant. Éco-Sud, dans Éco-Sud on va parler TAF, travail à venir, formation. Et puis à 19h30 ce sera le journal. À très bientôt.